Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des Néandertaliens, qui est mon sujet d'étude depuis fort longtemps. Alors, on va commencer par définir cette population fossile et on peut se poser la question, qui sont-ils? Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la Terre, il y a une seule espèce humaine, nous, les sapiens, mais autrefois, il y avait beaucoup de populations différentes. Et aujourd'hui, nous, sapiens, nous avons remplacé toutes ces populations. Donc, qui sont les Néandertaliens? Tout simplement une population fossile qui a donc disparu. Alors, l'histoire des Néandertaliens se confond avec l'histoire de la paléanthropologie. Elle est née exactement avec la découverte du premier fossile néandertalien en 1856, qui a été découvert dans une vallée en Allemagne, qu'on appelle la vallée du Néander, ce qui a donné le nom à cette espèce d'homme fossile. Alors depuis la découverte en 1856, on a fait énormément de recherches et d'emblée, la première question qu'on s'est posée, c'est quels sont les rapports entre les Néandertaliens et nous sapiens. Alors on y a répondu de différentes façons et aujourd'hui nous avons des réponses qui sont plutôt différentes par rapport à celles qu'on a données au XIXe siècle ou au début du XXe siècle ou encore déjà à la fin du siècle dernier. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au cours de ces 170 ans de recherche sur les Néandertaliens, c'est à la fois la recherche sur les Néandertaliens qu'on peut apprécier, mais aussi la recherche sur les avancées techniques et technologiques qui ont été faites dans le domaine de la paléoanthropologie. Alors, il y a des nouvelles datations qui nous permettent de mieux dater à la fois les sites et les fossiles. Il y a des nouvelles méthodes d'analyse des fossiles. Autrefois, on faisait simplement de l'anatomie comparée. Aujourd'hui, on ne fait pas simplement des radiographies, mais des radiographies extrêmement compliquées, comme des micro-scanners. On travaille sur l'ADN de ces fossiles. C'est quelque chose de relativement nouveau dont je vais vous parler. On fait également des travaux de modélisation pour pouvoir comprendre leur déploiement. On travaille sur leur développement, sur leur morphologie. Donc, c'est tous ces thèmes que je vais vous présenter succinctement dans le temps qui m'est imparti. Alors aujourd'hui, on peut dire que nous connaissons bien les Néandertaliens. C'est la population fossile qui est la mieux connue, c'est celle qui a été effectivement le plus étudiée, mais qui est le plus connue parce qu'on a eu énormément de recherches et nous savons quand ils ont vécu, dans quel climat ils ont vécu, quel était leur environnement, comment ils ont évolué et pourquoi ils ont disparu. Et c'est encore une question qu'on se pose, mais auquel on a aujourd'hui déjà des réponses. Alors l'histoire de l'évolution humaine est une histoire extrêmement complexe. Pendant très longtemps, on pensait que c'était une histoire linéaire, dans laquelle nous avions une série de fossiles très primitifs qui donnaient successivement des fossiles de plus en plus complexes jusqu'à aboutir à Homo sapiens. Donc dans ce schéma, on avait l'idée, surtout au XIXe siècle, que les Néandertaliens avaient donné Homo sapiens. Aujourd'hui, nous savons que cette histoire est extrêmement compliquée. Je vous ai mis une diapositive d'un schéma qui peut être d'ailleurs encore révisé parce que chaque jour on trouve des nouveaux fossiles, on trouve des nouvelles datations qui questionnent ces fossiles. Et vous voyez que cette histoire est extrêmement complexe. Je l'ai indiqué avec des couleurs différentes pour indiquer différentes branches. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est la partie la plus en haut de ce tableau, qui est l'histoire de Sapiens, nous, et des Néandertals, puisque Néandertal et Sapiens se sont rencontrés, et nous allons voir que l'histoire de Néandertal est une histoire qui rejoint celle de Sapiens. Alors, l'histoire de Néandertal et Sapiens, ce sont deux histoires évolutives différentes. Si on veut simplifier et être extrêmement schématique, on peut dire qu'il y a environ 350 000 ans, Sapiens évolue en Afrique, pendant que Néandertal évolue en Europe. Et en Asie, nous verrons, il y avait une autre population qui évoluait, qui est la population des Denisoviens. C'est-à-dire que dans ce schéma que je vais vous présenter aujourd'hui, Sapiens d'un côté en Afrique et Néandertal en Europe, ce sont ce qu'on appelle deux groupes frères qui évoluent dans deux climats complètement différents et qui vont donner deux espèces complètement différentes. Alors voici un schéma de l'Europe
l'Europe telle qu'on peut l'imaginer au moment où Néandertal commence son évolution. C'est une Europe qu'on reconnaît un peu, mais qui n'a pas les contours que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une Europe qui est sous des fluctuations climatiques extrêmement importantes, avec des cycles de froid, dans lesquels la mer est beaucoup plus loin, donc les rivages ne sont pas ceux que nous connaissons aujourd'hui, et des époques plus chaudes qu'on appelle interglaciaires par rapport aux époques froides qu'on appelle glaciaires. Et c'est dans ce climat que va se différencier les Néandertaliens. Et les Néandertaliens, si on veut vraiment définir quand ils ont vécu, quand ils se sont différenciés, on peut dire qu'on peut suivre leur évolution sur 350 000 ans. 350 000 ans, vous avez un fossile que vous connaissez très bien en France, qui est le fossile de Tautavel, qui est un des fossiles les plus anciens, qui n'est pas encore un néandertalien, mais c'est la branche dans laquelle va naître la population néandertalienne. Et cette histoire évolutive qui se passe en Europe va s'arrêter brutalement avec l'arrivée des premiers Homo sapiens, ici que j'ai représenté avec Cro-Magnon, qui est sans doute le plus connu, bien qu'il soit loin d'être le plus ancien fossile sapiens sur le territoire européen. Alors cette histoire évolutive dans un climat particulier, notamment dans un climat avec des fluctuations glaciaires interglaciaires, a laissé des traces sur le corps des Néandertaliens. Et en particulier, les Néandertaliens ont une adaptation de leur corps qui est une adaptation que l'on retrouve chez les peuples qui vivent dans des climats extrêmement froids. Alors, sur ce schéma, vous avez Néandertal à gauche et Sapiens à droite. Et vous voyez que si on détaille os par os les caractères de leur corps, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit, sans rentrer dans le détail, que le Néandertal est petit et trapu, alors que Sapiens, d'une façon générale, est plutôt longiligne. Alors, il faut faire attention quand on dit que Sapiens est petit et trapu. Je dis très souvent la taille de... je recommence parce que je me suis trompée. Quand on dit que Néandertal est petit et trapu par rapport à Sapiens, il faut faire très attention parce qu'il n'est pas tout à fait très petit, il a 1,65 m et il y a plein de sapiens qui ont 1,65 m, y compris des hommes qui ont 1,65 m. Mais ce qui est important, c'est la façon dont il est bâti, le Néandertal. Il est bâti en largeur alors que les sapiens sont bâtis en longueur. Et ce qui se passe, c'est que quand on regarde un sapiens, les hanches sont étroites, les épaules sont étroites, alors qu'un néandertalien en comparaison est vraiment costaud avec des épaules très très larges, des cages thoraciques extrêmement puissantes en forme de cloche et un bassin extrêmement large. Autre caractère d'adaptation au froid qu'on remarque chez les néandertaliens, c'est la proportion relative des membres. C'est-à-dire que si on prend le bras par rapport à l'avant-bras, on a des avant-bras qui sont plus courts par rapport à Sapiens. Si on prend les jambes par rapport à la cuisse sera beaucoup plus longue proportionnellement par rapport à la jambe. Donc ce sont des caractères qui montrent que l'évolution de Néandertal s'est faite dans une époque froide, une époque glaciaire, et que ces caractères qui ont été sélectionnés ont perduré également dans des époques interglaciaires. Alors comment vivaient ces Néandertaliens ? La chose la plus importante pour vraiment comprendre le passé et comprendre ces populations fossiles, c'est de ne pas oublier une chose extrêmement importante. Ce sont des populations de cueilleurs-chasseurs, comme sera d'ailleurs Sapiens quand il arrivera en Europe. Donc ça veut dire que ce sont des populations qui vivent en exploitant leur environnement, bien sûr, des populations qui ne sont pas sédentaires, qui sont des populations mobiles. Je n'aime pas trop le terme de population nomade que je réserve en particulier aux sapiens qui sont des éleveurs qui se promènent avec leurs troupeaux. Alors ce qui est important avec les néandertaliens, c'est de bien comprendre. On voit très souvent des images comme celle que je vous fais voir, un rhinocéros laineux, un mammouth, mais selon les époques où ont vécu les néandertaliens, ils avaient des faunes différentes. Il y a des faunes d'époque froide, comme le rhinocéros laineux, comme le mammouth, et il y a des faunes qui sont des faunes qu'on trouve
dans les époques interglaciaires, comme le cheval, ou alors des sortes de bosses, c'est-à-dire des sortes de gros, disons, taureaux qui sont les ancêtres des taureaux actuels. Alors, ils vivent en exploitant leur territoire, donc tous leurs outils sont faits à partir de leur territoire, c'est-à-dire ce sont des outils en pierre, en bois. Bien sûr, en tant que préhistoriens, ce qu'on va retrouver, nous, ce sont les outils en pierre, tout ce qui est fait à partir de matériaux qui sont des matériaux périssables ne se garde pas, sauf cas exceptionnels. Et ce que nous allons voir, ce sont pour les animaux des os, des dents, dont certains os vont porter des traces de décharnement qui nous renseignent également sur leur mode de vie. Alors on a vraiment quelque chose de très important. On peut reconstruire ce mode de vie de ces populations du passé parce qu'on peut travailler à la fois sur le geste que la personne faisait pour pouvoir faire ses outils. Nous avons aujourd'hui énormément de renseignements sur le mode, la fabrication de ces outils, ce qu'on appelle les chaînes opératoires pour arriver à un outil final. Ces outils servaient à faire toutes sortes d'activités pour des armes de chasse, pour dépecer les peaux, pour gratter les peaux, des grattoirs, toutes sortes d'outils qu'aujourd'hui nous utilisons encore aujourd'hui, mais nous avons une panoplie bien plus importante. Au moins, nous pensons que nous avons une panoplie plus importante que celle des Néandertaliens. Alors, dans ce mode de vie, ce qu'on essaie de faire en paléanthropologie, c'est de reconstruire comment vivaient ces Néandertaliens. Ici, je vous ai mis quelque chose qui va vous paraître un peu surprenant. C'est donc une mâchoire avec un bout de maxillaire d'un Néandertalien qui vient d'un site en Irak, qui est le site qu'on appelle Shanidar. Et à côté, je vous ai mis en grand une dent avec, vous voyez, sur cette dent humaine actuelle, il y a une sorte de bord, c'est du tartre. Donc, le tartre, nous, aujourd'hui, nous en avons très très peu dans nos dents parce que nous avons pris l'habitude de bien nous soigner les dents, bien nous brosser les dents, d'aller chez le dentiste quand on en a besoin pour faire un détartrage. Mais pour nous, paléanthropologues, le tartre est vraiment une source incroyable de renseignements parce que le tartre peut garder des restes de nourriture fossilisés de ces populations du passé. Et sur le fossile de Shanidar ici, je vous donne un exemple de ce qui a été retrouvé dans le tartre dentaire de cet individu. Alors, on voit à la fois des céréales, des restes de poissons, de crustacés, et on voit également des sortes de tubercules d'une plante qui est une sorte de nénuphar. Et la chose très surprenante, vous voyez énormément de noix, de noisettes, mais également des dattes. Donc, vous voyez, ça nous renseigne sur un régime extrêmement varié. Nous savons aujourd'hui, nous avons étudié plusieurs Néandertaliens, plusieurs tartres de dents de Néandertaliens qui viennent de différentes régions géographiques, donc pas simplement de l'Irak, mais également en France, en Espagne, de régions un peu plus froides que celles où vivait Shanidar. Et on se rend compte que les Néandertaliens, ils étaient extrêmement bien adaptés à leur environnement. Selon l'endroit où ils étaient, ils chassaient. À côté de la mer, ils mangeaient du poisson. Quand ils étaient dans des territoires un peu plus à l'intérieur, ils mangeaient d'autres ressources alimentaires. Ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, ils étaient extrêmement bien insérés dans leur environnement. Donc, vous voyez un exemple d'étude qu'on ne faisait pas il y a encore un siècle ou même il y a 20 ans. Nous étudions aujourd'hui avec des nouvelles méthodes des choses qui nous permettent de reconstruire le mode de vie de ces populations du passé. Alors, ce qui est intéressant dans le tartre dentaire de certains Néandertaliens, on s'est rendu compte qu'il y avait des amidons, et des amidons qui viennent donc de plantes, de céréales, mais pas simplement des amidons, mais des amidons qui sont dégradés. Donc on pense que ces amidons avaient été cuits. Donc on sait par ailleurs que les Néandertaliens utilisaient le feu et on a même trouvé des kits pour pouvoir allumer rapidement le feu. Dans certaines grottes, on a trouvé
dans des sortes de cachettes des pierres, du manganèse, certains produits nécessaires pour allumer le feu. Et on peut dire que si le feu existe depuis très très longtemps, on a des traces il y a déjà 700 000 ans, à partir de 250 000 ans, il est systématique dans tous les sites et on peut dire qu'à partir de 250 000 ans, tous les Néandertaliens avaient connaissance du feu et pouvaient cuisiner, pouvaient se protéger du feu, pouvaient l'utiliser. Également, on a des traces d'utilisation du feu pour pouvoir faire certains outils, chauffer certaines pierres afin de les rendre plus malléables et de pouvoir modifier un peu la taille de ces pierres. Alors les Néandertaliens, du point de vue culturel, c'est une population qu'on trouve encore aujourd'hui très emblématique. Parce que d'un côté, nous avons des sépultures néandertaliennes. Ici, je vous ai mis une photo qui a été faite en 1907, au moment de la découverte de la première sépulture néandertalienne qui a été trouvée en France, en Corrèze, à la Chapelle-aux-Saints. Et cette sépulture a fait couler beaucoup d'encre. Parce que vous pensez bien qu'en 1907, on ne donnait pas aux Néandertaliens le statut d'humain qu'on donne aujourd'hui. Il semblait presque bizarre de penser que ces fossiles, ces humains, pouvaient enterrer les morts. Et c'est vrai que cette sépulture a eu un rôle très très important, parce qu'à partir du moment où on a trouvé des sépultures néandertaliennes, eh bien, on s'est interrogé sur le côté primitif de ces humains. Et par bonheur, ces Néandertaliens ne faisaient pas qu'enterrer les morts, ils avaient aussi des coutumes particulières qui ont fait que pendant plus d'un siècle, on a pu dire qu'ils étaient bien différents de nous. En particulier, les Néandertaliens pratiquaient également le cannibalisme. Alors, comment sait-on qu'ils pratiquaient le cannibalisme? Simplement parce que sur des os humains, on trouve des traces de décharnement. Si vous regardez sur cette diapositive à gauche, vous avez un fragment de scapula avec des traces qui ont été laissées par un outil de décharnement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces traces qu'on trouve sur les os humains sont les mêmes traces qu'on va trouver sur les os d'animaux qui ont été dépecés. Donc un traitement qui est très semblable. Ensuite, je vous ai mis une grande photo où il y a plein de fragments osseux, peut-être difficile à comprendre, mais croyez-moi, ce sont des fragments osseux. Et ce qui est intéressant, c'est une étude qui a été publiée il y a quelques années sur un site néandertalien, qui est assez récent, puisqu'il date d'environ 40 000 ans, en Belgique, c'est le site de Goyet. Et sur ce site, pas simplement on a trouvé des os humains qui présentent des traces de décharnement, des traces de désarticulation, mais en plus, ces os humains ont été traités exactement comme les os des animaux, puisqu'on a fait avec ces os également de l'industrie osseuse. On a utilisé ces os pour faire de l'industrie, pour faire des outils, exactement avec la même façon qu'on utilise les os des animaux. Donc vous voyez quelque chose qui pour nous est assez mystérieux. D'un côté, nous avons des Néandertaliens qui ensevelissent leurs morts. Donc on a attribué toutes sortes de pratiques funéraires à ces Néandertaliens et d'idées d'une vie après la mort, une préservation du corps qui chez nous est très importante. Et d'un autre côté, un traitement de certains morts bien différents avec des traces de cannibalisme. Alors, inutile de vous dire que le sujet du cannibalisme est un sujet qui est un peu comme un serpent de mer. Tous les 2-3 ans, il y a une nouvelle publication pour pouvoir dire c'est du cannibalisme alimentaire ou c'est du cannibalisme rituel. Encore aujourd'hui, la question n'est pas tout à fait tranchée. Est-ce que cette pratique était purement alimentaire au moment de disette, au moment où un des semblables des Néandertaliens venait à décéder? Après tout, c'était de la viande comme une autre, ils la mangeaient. Est-ce qu'il y a un rituel dans tout ça? On ne cannibalisait simplement certains individus. Imaginons n'importe quoi, un guerrier très très fort, on peut manger sa chair pour s'accaparer de ses vertus. C'est une question auquel, malheureusement, le paléanthropologue ne peut pas répondre. La seule chose qu'on peut dire, c'est que les Néandertaliens pratiquaient le cannibalisme et le pratiquaient pas comme une forme primitive de rite avant la sépulture. Pendant très longtemps également, on a essayé de voir si ce cannibalisme était antérieur à l'époque dans laquelle les Néandertaliens ensevelissent leurs morts. En réalité, on s'est rendu compte qu'il
Il y a des époques très anciennes dans lesquelles il y a du cannibalisme, suivies par des époques dans lesquelles on enterre des morts, mais après on revient à des époques de cannibalisme, et aujourd'hui ce n'est pas du tout clair. On pense que les deux pratiques coexistaient à une même époque et avaient sans doute une fonction sociale différente qu'on ne peut pas aujourd'hui trancher. Alors, je vous ai parlé du mode de vie de ces Néandertaliens. Revenons un peu à leurs différences, parce que c'est quelque chose de très intéressant. Différences qui nous porteront à parler également de leur façon de concevoir le monde, de voir la vie, leur capacité cognitive. Alors, si on voulait décrire très très rapidement les Néandertaliens par rapport à nos sapiens, si on avait devant nous deux crânes, un de sapiens et un de Néandertalien, d'une façon très simple, on pourrait dire que le crâne de sapiens est bâti en hauteur et le crâne du Néandertalien, il est bâti en longueur. C'est-à-dire que si on regarde la face de sapiens se trouve à l'avant du crâne, c'est-à-dire à l'avant et au-dessous du crâne, alors que la face du Néandertalien se trouve complètement à l'avant. C'est-à-dire que schématiquement, Sapiens, c'est un ballon de foot et Néandertal, c'est un ballon de rugby. Je pense que c'est l'image qui donne le plus facilement l'idée de la différence de ces deux crânes. Alors la question qu'on peut se passer, est-ce que cet individu était tellement différent de nous? Oui, il était différent, son crâne était différent. Au-dessus de ses yeux, il y avait un bourrelet qu'on appelle un bourrelet suborbitaire. Les yeux devaient paraître donc un peu enfoncés dans la face. Et il y a un caractère qui est quelque chose de particulier chez les Néandertaliens. Si on se regarde, nous, on se rend compte que notre visage a des courbures, a des fossettes. Les Néandertaliens avaient un visage qui a été défini par un grand paléontologue français, le même qui avait étudié la fameuse sépulture de la Chapelle aux Saints, un visage en museau, c'est-à-dire vraiment en avant. Il n'y a aucune concavité sur ce visage. Et ça donne un aspect très très particulier. Donc long vers l'avant, et en vue postérieure, le crâne de Sapiens est enroulé, ça forme vraiment un cercle, alors que les Néandertals forment une sorte de chignon. C'est comme s'il y avait un chignon avec deux cheveux, sauf que là, c'est vraiment un chignon osseux. Donc, ces individus sont différents, sans qu'on puisse comprendre à quel point ces différences avaient quand même une incidence sur ce qui pouvait être leur mode de vie. Alors, à côté de ça, on a essayé d'étudier depuis très très longtemps la partie à l'intérieur de ce crâne. On a fait pendant des décennies des moulages endocrâniens pour essayer de reconstituer la forme du cerveau. Et ici, vous avez le cerveau d'un sapiens en bleu. Vous voyez bien que c'est un cerveau qui est plutôt en boule, alors que le cerveau en rouge du Néandertal est plutôt un cerveau allongé. La chose qui est importante dans ce cerveau, c'est que c'est la partie occipitale qui est différente. C'est-à-dire que la partie à l'arrière de la nuque est une partie qui, chez les Néandertaliens, est très très différente et sur laquelle nous reviendrons puisqu'il y a des études récentes qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Alors, je vous parle de ce cerveau parce que justement, on s'est posé la question pendant très longtemps, est-ce que les Néandertaliens avaient simplement une vie végétative, c'est-à-dire ils passaient leur temps à chercher de la nourriture, à manger, à dormir, à se reproduire, ou est-ce qu'ils avaient des activités cognitives autres? Est-ce que par exemple ils avaient des manifestations artistiques? Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur cette diapositive, sur la gauche, il y a une espèce de hashtag qu'on a trouvé dans une grotte dans le sud de l'Espagne. C'est une représentation, on est certaine qu'elle est très très ancienne, de l'époque de Néandertal. Et pendant très très longtemps, on s'est demandé si c'était possible, parce qu'on a cru pendant très longtemps que l'occupation des grottes souterraines, et surtout d'aller très très loin dans les grottes souterraines, c'est une chose que seulement Sapiens avait faite, que Néandertal s'était limité à occuper des grottes qui n'étaient pas très très profondes. Et tout ça a changé à partir de 2016, quand on a trouvé la grotte que je vous ai représentée en bas à droite.
c'est la grotte de Bruniquel, donc en France, dans le sud-ouest de la France, où nos collègues qui ont fouillé cette grotte ont trouvé pas simplement que les Néandertaliens pouvaient aller très très loin dans les grottes, donc devaient avoir l'usage d'un éclairage particulier, des lampes à huile pour pouvoir s'éclairer, mais en plus, les Néandertaliens ont une sorte de construction, c'est-à-dire c'est une grotte où il y avait énormément de stalagmites et de stalactites, et ce qu'ils ont fait, ils les ont coupés pour faire des sortes de structures, et on pense que c'était des cabanes qui étaient en peau, tenues par ces structures en pierre. Donc on s'est rendu compte en étudiant cette grotte de Bruniquel que ce n'est pas une occupation qui est de l'époque de la fin des Néandertaliens, mais une occupation qui date de plus de 160 000 ans. Donc on sait que les Néandertaliens sont allés très profondément sous la terre, ont occupé des grottes pendant très longtemps. Pourquoi faire? Est-ce qu'ils y vivaient? Est-ce qu'ils y allaient de temps en temps? Est-ce que c'était des moments particuliers? Est-ce que c'était un moment de rite particulier? Ça, bien sûr, ce sont des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont pris possession de ce monde souterrain et également, ils ont pu également laisser des signes de leur passage. Alors, d'un autre côté, on a trouvé également des dents de renard, des dents de cerf qui sont perforées, qui ont été perforées par les Néandertaliens. Ici, je vous présente ce qu'on appelle le collier de Arcy-sur-Cure. Arcy-sur-Cure est un site néandertalien qui se trouve donc dans l'Yonne, en France. Et si on met ensemble toutes ces dents perforées, on voit que ça fait un collier. Alors, c'est intéressant parce que le site d'Arcy-sur-Cure fait partie des sites néandertaliens qu'on appelle tardifs, c'est-à-dire de la fin de l'époque des Néandertaliens, aux alentours de 42 000 ans, 43 000 ans. Donc, pendant très longtemps, en regardant ce collier néandertalien, on s'est dit, les Néandertaliens, on ne s'est pas dit avaient des bijoux, avaient des ornements, mais les Néandertaliens qui ont essayé d'imiter ceux qui étaient aux portes de l'Europe, donc les sapiens, et ont voulu faire comme les sapiens, ils ont fait des bijoux. Et cette hypothèse était rassurante pour beaucoup, qui voulaient absolument voir dans Néandertal un être complètement différent de sapiens, jusqu'au moment où, en regardant bien des collections qui avaient été trouvées déjà au début, à la fin du 19e siècle et étudiées au début du 20e siècle, en particulier dans un site en Croatie qui s'appelle Krapina, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres colliers. Alors, pas avec des dents de renard, pas avec des fans de cervidés, mais avec quelque chose encore beaucoup plus rare, ce sont des griffes de rapaces, donc de rapaces extrêmement difficiles à chasser, et il devait y avoir toute une symbolique particulière. Donc on s'est rendu compte qu'au moins il y a 120 000 ans, les Néandertaliens avaient des colliers, avaient des ornements de parure, pouvaient fréquenter le monde souterrain bien loin, avec des illuminations, des lampes, et vous voyez que ça donne une image bien plus complexe de cette population disparue par rapport à celle que nous avons pu apprendre dans les livres d'école. Alors, il y a eu un moment extrêmement important dans les recherches paléanthropologiques. Pendant, on peut dire, presque 120 ans, la paléanthropologie, la discipline donc, sur laquelle j'ai bâti ma recherche, c'était une discipline qui était bâtie sur l'anatomie comparée et presque exclusivement l'anatomie comparée. Et les choses ont beaucoup changé à partir du moment où on a pu extraire de l'ADN et étudier l'ADN. Et c'était une très très grande révolution dans le domaine parce que ça a donné énormément de réponses à des questions qu'on se posait depuis longtemps et ça a posé également d'autres questions. Alors, avant de poursuivre sur ce qu'a été l'apport de la paléanthropologie et surtout de la paléogénétique, je voulais simplement vous dire que tout ce que nous savons aujourd'hui en paléogénétique ne serait pas possible sans des avancées technologiques absolument incroyables qui ont été faites. Je vous ai mis ici le coût du séquençage
du génome humain entre 2002 et 2007. Vous voyez qu'en 2002, pour pouvoir analyser un génome humain, nous sommes à des sommes qui sont de l'ordre de 100 000 $. Aujourd'hui, et exactement regardez le schéma, en 2007, il est possible d'analyser tout un génome pour un peu moins de 1 000 $. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de très important que nous avons tous vécu au cours de ces dernières années. Des ordinateurs extrêmement puissants qui peuvent analyser des milliers et des milliers de données, des séquenceurs qui deviennent de plus en plus petits et une technique qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on peut dire que la difficulté que nous avons pour pouvoir avoir des génomes de néandertaliens ne tient pas à la technique, mais tient aux méthodes, à la conservation de l'ADN fossile. L'ADN est une molécule qui se dégrade très vite après la mort des individus. Elle se conserve dans certaines conditions particulières, notamment plus on est dans des sites froids, plus on a de chances de trouver une toute petite partie d'ADN et donc la chance de pouvoir le séquencer. Mais je dirais qu'il n'y a plus d'empêchement technique à la connaissance des néandertaliens par leur ADN. Et petite chose curieuse, aujourd'hui on retrouve même dans les sites, c'est quelque chose qui fait toujours sourire, on retrouve de l'ADN dans les sédiments. Et il suffit qu'un néandertalien ait eu un petit besoin à côté de la grotte pour qu'en analysant les sédiments, on puisse retrouver, si on a de la chance, son ADN. Alors l'apport des études d'ADN a été extrêmement important. Il y a eu donc d'abord l'ADN mitochondrial qui a été étudié, ensuite l'ADN nucléaire, et ça a permis de confirmer plusieurs choses qu'on avait déjà envisagées sur d'autres méthodes, notamment l'adaptation au froid des néandertaliens, confirmer aussi qu'il y avait les conditions de possibilité du langage. On a pu également avoir des confirmations sur le fait que les néandertaliens n'ont jamais été une population avec une très grande densité et énormément d'individus. On a eu aussi quelque chose qui est très important, des indications sur le fait que les néandertaliens ont pu rencontrer les sapiens et se sont hybridés avec sapiens. Et enfin, nous verrons, on a eu également confirmation d'une nouvelle population fossile qui n'est ni néandertal ni sapiens, qui a été découverte grâce à l'ADN. Alors voilà ici un exemple de publication qui a vraiment été extrêmement importante, c'est sur la couleur de la peau, des cheveux et des yeux des néandertaliens qui montre bien l'adaptation au froid. Ce qui a permis, si vous allez aujourd'hui dans des musées et vous voyez des reconstitutions des néandertaliens, vous avez des néandertaliens qui sont très clairs de peau avec des cheveux bruns, clairs ou alors roux ou blond foncé, bien différent de l'image que vous avez ici dans cette diapositive au-dessous, qui est une image de la fin du 19e siècle des néandertaliens qui ressemblent beaucoup plus à des singes qu'à des humains. Autre confirmation, on travaillait sur le langage des néandertaliens à partir d'éléments anatomiques comme de l'osioïde, de la mandibule. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'étudier des gènes comme le gène FOXP2 qui montre que les néandertaliens possédaient la même variante du gène FOXP2 qui nous permet le langage articulé. Alors, c'est en 2010 qu'il y a eu l'étude la plus importante sur le génome de Néandertal. En 2010, c'était la première fois qu'on a pu analyser plus de 60% du génome néandertalien, ce qui a permis également de comprendre qu'aujourd'hui, nous, Européens, nous avons entre 1,5 et 3% de gènes néandertaliens dans notre patrimoine. Autre étude extrêmement importante, on a pu voir, grâce à l'ADN, la possibilité de connaître une nouvelle population. Il faut se rendre compte qu'on peut étudier les fossiles quand ils sont suffisamment complets pour pouvoir retrouver des caractères qui nous permettent de dire que ces fossiles appartiennent à Néandertal ou à Sapiens ou à une autre population. Avec la découverte en 2010 d'un ADN qui n'était ni néandertalien ni sapiens, on a découvert une nouvelle population asiatique qu'on appelle les Denisoviens
et c'est la première fois dans l'histoire qu'une population fossile est découverte par son ADN, et ensuite on a trouvé des os, pas très complets, mais on sait qu'il y avait donc en Afrique Sapiens au même moment, en Europe Néandertal, et en Asie il y avait les Denisoviens. Alors c'est très intéressant ces études d'ADN parce que ça permet énormément de choses. Je voulais vous donner un exemple d'une publication qui vient de paraître en 2020 sur un petit bout d'os, une phalange d'un fossile qui se trouve dans l'Altaï, dans le site de Chagishkaria. Et c'est un petit os qui a été découvert en 2011. On a pu faire des études sur cet os et ce qu'on se rend compte, c'est que ça permet également de comprendre la mobilité de ces populations. Par exemple, ce fossile est beaucoup plus proche des fossiles européens que des fossiles de l'Altaï. Alors, il est intéressant de voir que ce fossile qui a environ 80 000 ans est proche des fossiles européens et pas des fossiles de l'Altaï de 120 000 ans. Et on a pu également montrer dans cette publication que cette population qui était vraiment en marge du monde des Néandertals était une population extrêmement isolée. On a pu voir qu'elle était extrêmement peu variable et c'est des indications qu'on ne pourrait pas avoir simplement par des os humains. Et cela confirme des hypothèses qui avaient été formulées, c'est que les industries de cette région, les industries, donc la façon de fabriquer les outils, étaient proches de la façon de fabriquer les outils de certains sites européens et non de certains sites asiatiques. Alors, dans cette publication, je vous en parle également parce que les chercheurs ont beaucoup travaillé également sur des gènes de ce fossile qui est une femme, et en particulier sur des gènes d'une région du cerveau qui s'appelle le striatum, et c'est cette région qui se trouve dans la nuque, qui est extrêmement importante. Et pendant très longtemps, on a dit que les Néandertaliens avaient une nuque complètement différente par rapport à celle de Sapiens, et donc ça les limitait un peu dans leur capacité cognitive. Ce que les chercheurs ont montré en comparant différents génomes de Néandertaliens, c'est qu'il y a eu une évolution dans cette région du cerveau. Donc les derniers Néandertaliens ne sont pas tout à fait comme les premiers Néandertaliens, eux aussi ils ont évolué, et c'est un point extrêmement important parce qu'on considère que cette région du cerveau, c'est une région importante pour prendre des décisions, pour la planification, donc toutes des choses qui sont extrêmement importantes pour la vie quotidienne et pour avoir une activité de prévision dans des climats extrêmement difficiles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces Néandertaliens, dont je vous dis tellement de bien, ont disparu? Eh bien, ils ont disparu tout simplement, et il faut aujourd'hui l'admettre, simplement à cause de nous sapiens. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un grand génocide, c'est simplement que Sapiens, qui a évolué en Afrique, dont nous avons des traces à environ 300 000 ans en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, eh bien, Sapiens va continuer à évoluer en Afrique, comme Néandertal va évoluer en Europe, et au bout d'un moment, il y a des groupes de Sapiens qui vont aller à la conquête de l'ancien monde, vont aller vers l'Eurasie, et ces Sapiens qui partent de l'est de l'Afrique vont aller vers le Levant, vers la péninsule arabique, et à partir de là, ils vont se répandre d'abord sur l'Asie et ensuite sur l'Europe. Et qu'est-ce qui se passe il y a environ 100 000 ans, il y a des Sapiens qui rencontrent au Levant des Néandertaliens, et on a donc par la génétique la preuve de cette rencontre entre ces Néandertaliens et ces premiers Sapiens. Nous avons d'autres rencontres qui sont visibles à partir des gènes en Asie centrale, aux alentours de 60 000 ans. Et nous savons aujourd'hui que, également sur le territoire européen, un peu après, aux alentours de 43 000 ans, Sapiens s'est mélangé avec les Néandertaliens qui étaient en Europe. Donc, si nous voulons
être un peu précis, Néandertal a disparu simplement parce que à cause de l'avancée de Sapiens, et ce n'est pas une disparition, au moins du point de vue préhistorique, nous ne trouvons pas trace de violence. Il est possible qu'il y en ait eu, mais nous n'avons pas de preuve de contact violent. Il est fort possible, comme le montrent les gènes de Sapiens, qu'au contact de Néandertal, Sapiens ait beaucoup appris. Par exemple, nous trouvons dans nos gènes Sapiens des gènes qui nous viennent de Néandertal, et c'est notamment des gènes d'adaptation au froid. Il ne faut pas oublier que Sapiens était un Africain. Il était donc adapté à un climat qui n'était pas le climat de l'Eurasie. Et donc, quand il arrive en Eurasie, il se mélange à la fois avec Néandertal, dont il acquiert des gènes qui lui permettent de survivre. Il se mélange également avec les Dénisoviens en Asie, et qu'ils acquièrent également d'autres gènes. Nous avons des preuves également pour ça. Et on voit qu'au fur et à mesure de l'avancée de Sapiens, eh bien, Sapiens, qui était sans doute plus prolifique du point de vue, était déjà en expansion, donc il est possible qu'il avait déjà une démographie bien plus importante que celle de Sapiens et de Néandertal, va remplacer petit à petit ces populations, les Dénisoviens en Asie et les Néandertaliens en Europe. Alors voilà ici un schéma des 3 possibles zones d'hybridation, le Levant, l'Asie centrale, ensuite l'Europe. Et ces hybridations, comme je vous le disais, on en trouve des traces dans le génome, selon les populations. La seule population qui n'a pas de traces de Néandertaliens, ce sont les populations africaines, ce qui prouve bien que le métissage est venu après la sortie d'Afrique. Alors voilà ce que je voulais vous dire de cette population néandertalienne. Vous voyez qu'on est bien loin de l'image qu'on a dans les livres d'une population de brutes qui était incapable de vivre en harmonie avec son environnement. C'est bien le contraire, une population qui était en extrêmement équilibre, qui savait bien exploiter son environnement. Nous avons des Néandertaliens à côté de la mer qui mangent les ressources de la mer, des Néandertaliens qui sont dans les montagnes, qui exploitent leur environnement. Et si on peut dire quelle est la grande différence entre Néandertal et Sapiens, c'est que Néandertal a toujours été en équilibre avec son environnement, alors que Sapiens, comme nous avons vu, et comme nous le voyons quotidiennement, n'est pas tout à fait en équilibre. Chaque fois qu'il a été dans un endroit, il y a des faunes qui disparaissent. Il y en a à l'époque de Néandertal aussi qui disparaissent. Il y a des humains qui disparaissent. C'est une exploitation qui va devenir de plus en plus importante, surtout qui va déboucher sur la grande exploitation et que nous connaissons bien à partir de 12 000 ans du néolithique. Je vous remercie de votre attention.